Le tremblement peut être un signe de la maladie, c'est celui qu'on reconnaît, qu'on connaît le mieux, mais il faut quand même savoir qu'un tiers des parkinsoniens ne tremblent jamais et que la première cause de tremblement, c'est le tremblement essentiel et ce n'est pas la maladie de Parkinson. Dans la maladie de Parkinson, le tremblement fait partie de ce qu'on appelle une triade symptomatique qui associe de la rigidité musculaire et qui comprend ce qu'on appelle de l'akinésie. L'akinésie, c'est une anomalie du mouvement volontaire ou du mouvement automatique qui ralentit et qui est réduit en amplitude. L'écriture est micrographique, la voix est plus faible, la marche peut être ralentie, la perte du ballon des bras, la perte de l'expression faciale. Donc déjà l'expression motrice est extrêmement polymorphe. Et ce qui rend encore plus complexe la maladie, c'est qu'il y a également de nombreux signes non moteurs. Parce que les circuits qui sont atteints dans cette maladie au sein du cerveau, les circuits dopaminergiques, sont impliqués également dans la régulation des émotions, de la motivation, de l'humeur. Donc tout ça en fait une maladie extrêmement complexe et parfois difficile d'ailleurs même pour les patients à comprendre. Alors on a des traitements, de nombreux traitements, qu'on appelle des traitements symptomatiques, on y reviendra tout à l'heure. C'est important, ce sont des traitements qui visent à corriger les symptômes mais qui ne modifient pas le cours évolutif de la maladie. Ces traitements symptomatiques sont des traitements qu'on appelle dopaminergiques. Un petit peu comme on va essayer de restaurer un fonctionnement en insuline normal chez un diabétique, là on va essayer de restaurer un fonctionnement en dopamine normal du cerveau, la dopamine étant la substance chimique, le neurotransmetteur qui est diminué dans la maladie de Parkinson et qui est à l'origine des symptômes. Ça permet pendant de nombreuses années d'obtenir un équilibre thérapeutique très satisfaisant, ce qui est communément appelé la fameuse lune de miel. Quelque chose qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas une histoire de la maladie de Parkinson, il y a quasiment une histoire par patient, avec une évolution qui ira à son propre rythme, à sa vitesse et avec des complications propres à chaque malade. Mais quoi qu'il en soit, ce qui arrive classiquement au bout d'un certain nombre d'années, c'est que les traitements PER-OS agissent de façon moins régulière ou peuvent provoquer des complications comme ce qu'on appelle les dyskinésies, c'est-à-dire des excès de mouvement involontaires. Et là, il faut passer aux traitements dits de seconde ligne, qui sont des traitements qui vont pouvoir traiter de façon très régulière et continue le malade. Alors on a en fait deux solutions, des pompes qui vont soit par voie sous-cutanée, soit par voie intradigestive injecter ces fameux médicaments dopaminergiques et qui vont permettre d'induire un effet très stable d'équilibration des symptômes tout au long de la journée, ou bien sûr la neurostimulation cérébrale, c'est-à-dire cette implantation d'électrodes et cette stimulation cérébrale continue qui est un autre procédé non pharmacologique de traitement des symptômes de la maladie. Alors c'est un arsenal ancien, c'est vrai. Ça ne veut pas dire qu'il ne s'est absolument rien passé, parce que c'est vrai qu'on a aussi appris par l'expérience à manipuler, à utiliser ces traitements de façon très stratégique, progressive, afin de retarder et de réduire les complications. Donc même s'il n'y a pas eu depuis 2007 en France de commercialisation de nouveaux produits, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas forcément amélioré nos pratiques. Et puis surtout, c'est aussi avoir une approche dite de neuroprotection, c'est-à-dire jusqu'à présent, on corrige les symptômes, mais la maladie a son profil évolutif, on ne sait pas la ralentir. Ce qu'on espère pour demain, c'est impacter l'évolution de la maladie et pouvoir la ralentir, voire dans l'idéal même la stopper en la découvrant le plus tôt possible. Dans le tube, comme on dit, dans le tube du développement et de la recherche, il y a énormément de stratégies possibles. Alors après, ce qu'il faut voir, et c'est vrai que c'est important dans l'information grand public qui est donnée, c'est qu'il y a des thérapies, des approches qui sont en développement clinique, c'est-à-dire essayées chez le malade parkinsonien ou sur le point d'être essayées, et puis des approches qui sont beaucoup plus en amont, avec des niveaux, des démonstrations d'efficacité chez les modèles animaux, que ce soit la souris ou le primate, dans les laboratoires. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, on peut dire par exemple que 2 protocoles thérapeutiques sont en cours
ou vont démarrer avant l'été, avec 2 approches de neuroprotection. Une qui vise à chélater, à diminuer les taux de fer dans le cerveau. C'est une étude européenne qui est pilotée par l'équipe de Lille, une équipe française. Une autre approche vise à lutter contre la propagation de neurone à neurone d'une protéine dont la conformation a été modifiée, qui devient pathogène pour les neurones, qu'on appelle l'alpha-synucléine. Et on a démontré que cette protéine pouvait se propager de neurones en voie de dégénérescence à des neurones sains, un peu sur le modèle d'un virus. C'est bien sûr pas une maladie virale, la maladie de Parkinson, mais disons un mode de propagation de cellule à cellule comme un virus. D'où l'idée de faire ce qu'on appelle de l'immunothérapie, c'est-à-dire de bloquer cette protéine par des anticorps dirigés contre l'alpha-synucléine. Alors on assoit des vaccins, c'est ce qu'on appelle de l'immunothérapie active, c'est-à-dire on injecte la protéine et on fait fabriquer des anticorps au sujet, et une étude est en cours actuellement. Ou alors on injecte des anticorps dirigés contre la synucléine qui ont été fabriqués en laboratoire, et c'est un protocole multicentrique qui va démarrer très prochainement dans plusieurs centres mondiaux, dont plusieurs centres en France. Elles sont très nombreuses. Les grandes voies classiques sont la thérapie génique. Un essai a déjà été mené sur l'implantation intracérébrale de gènes qui fabriquent, qui synthétisent la dopamine. Ça a été mené par l'équipe de Créteil. On travaille en particulier par exemple dans certains laboratoires à Marseille dans le cadre du programme DUNE sur des greffes non plus de cellules fœtales mais de cellules multipotentes, de cellules souches qui ont plus de potentiel de croissance et de multiplication, mais qui ont un tel potentiel qu'aujourd'hui elles peuvent donner des tumeurs embryonnaires quand on les greffe. Donc vraiment des voies d'approche très multiples avec, je pense, dans les années à venir, probablement aussi des débouchés en recherche clinique et en développement chez le malade. Il faut toujours être prudent parce que, par exemple, vous voyez, l'immunothérapie, jusqu'à présent, par exemple, dans la maladie d'Alzheimer, ça a été un échec. Il y a eu beaucoup d'essais, beaucoup d'espoir, et beaucoup d'espoirs déçus. Donc, il y a beaucoup d'explications à ça. Est-ce qu'on prend la maladie trop tard, ou à un moment déjà où la perte neuronale est trop importante? Et c'est vrai qu'une des grandes voies de recherche aujourd'hui, c'est d'avoir des biomarqueurs très précoces. Et on sait que dans la maladie de Parkinson, par exemple, il y a ce qu'on appelle les signes prémoteurs, qui sont des signes qui apparaissent avant même le début de la triade motrice dont on a parlé au début de l'entretien. Donc là aussi, c'est important de développer ces approches et d'essayer le plus tôt possible de déterminer les populations à risque ou des populations qui sont au stade préliminaire, prémoteur de la maladie, parce que c'est ces populations-là qui probablement répondront le mieux aux traitements neuroprotecteurs.